Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui a l'air toute bête mais qui est en fait super intéressante. Quand on regarde autour de nous, tout a l'air plat, n'est-ce pas? Et pourtant, on apprend depuis tout petit qu'on vit sur une énorme boule qui flotte dans l'espace. Alors, comment ça se fait? C'est quoi le truc? On va mener l'enquête ensemble, un peu comme des détectives scientifiques. On va voir comment des gens, bien avant les satellites et les fusées, ont non seulement compris que la Terre était ronde, mais ont même réussi à la mesurer. Et surtout, vous allez voir que tout ça, ça a des conséquences directes sur notre vie de tous les jours, de notre GPS à notre prochain voyage en avion. Prêt? C'est parti. Alors notre enquête commence il y a très très longtemps. On remonte le temps jusqu'à la Grèce antique. À cette époque, pas de télescope surpuissant ni de satellite. Mais il y avait des penseurs avec un outil incroyable, leur sens de l'observation. Premier indice. Imaginez la scène. Vous êtes au bord de la mer et vous regardez un bateau s'éloigner. Il ne devient pas juste de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Non, il se passe un truc bizarre. C'est d'abord la coque qui semble couler, puis les voiles, et tout à la fin, le sommet du mât. C'est exactement ce qu'a observé Aristote. Et la seule explication logique à ça, c'est que le bateau suit la courbure de la Terre. Simple, mais fallait y penser. Deuxième indice, cette fois en levant les yeux au ciel. Parfois, lors d'une éclipe de lune, la Terre passe entre le Soleil et la Lune. Du coup, elle projette son ombre sur la Lune. Et quand on regarde la forme de cette ombre, on voit que son bord est toujours un arc de cercle. Toujours. Alors quel est le seul objet qui, peu importe comment on l'éclaire, projette toujours une ombre ronde? Eh oui, une sphère. C'était l'argument massu d'Aristote. Et enfin, un troisième indice pour la route. Si vous voyagez de la France vers le sud, disons vers l'Afrique, vous remarquerez que le ciel change la nuit. L'étoile polaire, qui est très haute chez nous, se rapproche de l'horizon, et au sud, de nouvelles étoiles apparaissent, des étoiles qu'on ne voit jamais depuis l'Europe. Si la Terre était plate, tout le monde verrait exactement le même ciel tout le temps. Ce changement, il ne peut s'expliquer que si on se déplace sur une surface courbe. La boucle est bouclée. Ok, donc les Grecs savaient que la Terre était ronde. C'est une chose. Mais la question suivante, c'est, elle est grande comment? Pour répondre à ça, il a fallu attendre le coup de génie d'un homme, un certain Ératosthène. Alors attention, l'idée d'Ératosthène est juste brillante. Il apprend que dans une ville au sud, Sienne, il y a un jour dans l'année, le 21 juin, où à midi pile, le soleil est tellement à la verticale qu'un bâton planté droit ne fait aucune ombre. Au même moment, dans sa ville d'Alexandrie, plus au nord, il plante un bâton et mesure l'ombre. Il trouve que les rayons du soleil forment un angle de 7,2 degrés. Il n'avait plus qu'à connaître la distance entre les deux villes, et le tour était joué. Et là, c'est le moment où un peu de géométrie de collège devient super puissante. Il se dit, si un angle de 7,2 degrés correspond à la distance entre les deux villes, alors un tour complet, 360 degrés, ça correspond à quoi? Un petit produit en croix plus tard et bim! Il calcule la circonférence de la Terre et trouve environ 39 375 km, juste avec un bâton, une ombre et son cerveau. C'est fou, non? Et le plus dingue, c'est quand on compare son résultat avec nos mesures modernes par satellite. Regardez ça, il y a plus de 2000 ans, il trouve un chiffre à moins de 2% d'erreur. C'est juste incroyable. Bon, pour être tout à fait honnête, il y a une part de chance. La valeur exacte du stade et la distance entre les villes n'étaient que des estimations. Mais le raisonnement scientifique, lui, était absolument parfait. Allez, on fait une avance rapide de 2000 ans et on atterrit en France, en pleine Révolution française. Les savants de l'époque, ils ont un rêve un peu fou. Créer une unité de mesure qui soit la même pour tout le monde, une mesure universelle. Et au lieu de se baser sur la taille du pied du roi, ils décident de la baser sur la Terre elle-même. Et donc en 1792, en plein chaos révolutionnaire, deux astronomes super courageux, Delambre et Méchain, partent pour une mission qui va durer 7 ans, mesurer avec une précision jamais atteinte un bout de la Terre, de Dunkerque jusqu'à Barcelone. Leur méthode, c'est la triangulation. Le principe est super malin. D'abord, on mesure une petite distance de base de façon hyper précise. Ensuite, depuis chaque bout, on vise un point au loin, comme un clocher d'église, et on mesure les angles. Et avec un peu de trigonométrie, comme ce qu'on fait en maths, on peut calculer toutes les autres distances sans avoir à se déplacer. De proche en proche, on peut comme ça mesurer des centaines de kilomètres. Et le résultat de toute cette épopée scientifique, c'est la naissance du mètre. Sa toute première définition, c'est ça, la 10 millionième partie de la distance qui sépare le pôle Nord de l'équateur. Oui, le mètre qu'on utilise tous les jours, à la base, il vient de là, de la taille de notre planète. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais concrètement, aujourd'hui, à quoi ça nous sert de savoir tout ça? Eh bien, cet héritage scientifique, il est littéralement dans notre poche, dans notre voiture, et il guide les avions juste au-dessus de nos têtes. Pendant des siècles, pour savoir où ils étaient, les marins regardaient les étoiles. Ça leur donnait leur latitude et leur longitude. Aujourd'hui, on a juste remplacé les étoiles par une constellation de satellites.
Mais le principe du GPS, au fond, c'est le même. Savoir se positionner avec une précision extrême sur cette sphère que les Grecs avaient déjà commencé à mesurer. Petite question piège. On prend une carte du monde, bien à plat. Pour aller de Paris à New York, le chemin le plus court, c'est une ligne droite, non? Ça paraît logique. Eh bien non, c'est une illusion d'optique, due au fait qu'on essaie de représenter une boule sur une feuille de papier plate. Sur une sphère, le chemin le plus court entre deux points, ce n'est pas une ligne droite, c'est un arc de grand cercle. Ça s'appelle l'orthodromie. Et c'est exactement pour ça que les avions de ligne ne volent pas tout droit sur nos cartes. Ils suivent cette trajectoire courbe, qui est en réalité la plus courte, pour économiser du carburant et du temps. Ouf, on a vu énormément de choses. On a voyagé à travers plus de 2000 ans d'histoire des sciences. C'est le moment de faire un petit récapitulatif pour être sûr que tout est bien clair. Alors si on résume, point numéro 1, tout part de l'Antiquité avec Aristote qui, juste en observant, prouve que la Terre est ronde. Deuxièmement, Ératosthène arrive et, avec un simple bâton, réussit à la mesurer. Point 3, bien plus tard, Delambre et Méchain utilisent ces connaissances pour définir le mètre. Et enfin, tout ce savoir se retrouve aujourd'hui dans des technologies comme le GPS ou les trajectoires des avions. Et s'il y a une phrase à retenir, c'est bien celle-là. Elle peut paraître un peu bizarre au début, mais elle est la clé pour comprendre tous les déplacements sur notre planète. C'est juste une conséquence de la géométrie sur une sphère. Et voilà, notre enquête est terminée. Des simples ombres des Grecs aux signaux satellites qui nous localisent au centimètre près, on voit que l'humanité a toujours cherché à mesurer et comprendre son monde avec plus de précision. Alors la question pour le futur, c'est, après les étoiles, après les satellites, quelle sera la prochaine révolution qui va encore tout changer dans notre façon de nous repérer? Qui sait, la réponse viendra peut-être de l'un d'entre vous.